Des barres, mon très cher Goat, des gigantesques barres. Mohamed Layeni et Daniil Medvedev nous sortent un drama pas piqué des hannetons magistral. On va revenir dessus d'ici quelques instants. Rublev déjà éliminé et la masterclass nuancée de Stefanos Tsitsipas. C'est le programme sanguin de ton nouveau digest de Monte Carlo. Je te laisse claquer ton meilleur pouce et on attaque juste après ça. Et on attaque ce côté réseau avec des nouvelles de Benoît Paire. Non, je déconne. On attaque ce côté réseau avec Novak Djokovic qui a auto-publié, auto-congratulation de la part de Novak sur son compte Twitter et Instagram. Il est, et vous le savez peut-être désormais, le plus vieux numéro 1 mondial de l'histoire. Il a dépassé Roger Federer. Je pense qu'il va dépasser tous les records existants de Roger Federer. Roger Federer n'a jamais existé. C'est une illusion absolue. D'ici 5-10 ans, les gens se diront qui était le meilleur entre David Ferrer et Roger Federer. Ils se poseront vraiment la question. L'autre info de ce côté réseau, c'est notre Gaël, mon fils national, donc qui a perdu face à Medvedev. On va revenir dessus d'ici quelques instants, mais qui est revenu sur ce qu'il avait déclaré l'année dernière par rapport aux Jeux Olympiques. Quand j'ai dit que je voulais me qualifier aux JO l'année dernière, on m'a pris pour un fou. Alors moi perso non, service volé non, peut-être certaines personnes sur LinkedIn. Apparemment il poste sur LinkedIn, drôle d'idée. J'étais 400e à l'époque, les gens voulaient que j'arrête le tennis. On te laisse même pas croire en tes rêves, on me ricanait au nez. Alors je t'adore hein Gaël, mais si tu commences à lire et à prendre pour argent comptant les conneries qui se racontent sur internet, tu n'es pas sauté de la berge. Dernière info de ce côté réseau, et elle est Mossad. Carlos Alcaraz peut être absent à Barcelone. C'est la presse hispanique qui nous relaye cette information. Carlos Alcaraz retournera à l'entraînement plus tard cette semaine à l'Académie Ferrero, là où il s'entraîne, c'est son camp de base, pour évaluer s'il sera suffisamment en forme pour jouer à Barcelone. Donc il y aura une décision qui sera prise autour de vendredi, samedi. Mais vu que vous êtes abonné, vu que vous avez activé la cloche, vu que vous avez poussé et commenté cette vidéo, vous n'allez pas manquer cette information, c'est tout à fait impossible. C'est l'heure du coin tactique et mon petit poulet braisé et il est dodu. Premier match entre Sinner et Corda, une démontada de la part de la pépite italienne qui est vraiment chaud patate. Alors on commence ici avec cette première palette et les 4 clés de la domination actuelle de Sinner, c'est le déplacement, l'équilibre, la lecture, le timing. Ici, magnifique course latérale pour aller cueillir sur un passing Sebi Corda qui est clairement en moonwalk. On précise à toute fin utile que c'était le premier match sur terre battue de la saison pour Sinner et moi je voulais vraiment observer ses transitions défensives, ses petites glissades. Et là vous le voyez, alors il a un tout petit peu patiné dans cette zone du court qui est souvent arrosée, mais là il va réussir à bien repartir, pas du tout vers l'avant, sur le côté. Le score final de cette opposition légendaire est de 1 et 2 pour Sébastien Corda, donc il a pris la sauce absolue. Pourtant, il y a une marge de progression de la part de Sinner qui a dit « je voulais frapper mes services trop à plat parfois » et il est à 33% simplement de première balle sur le premier set, mais à chaque fois qu'il a été en difficulté, c'est-à-dire quasiment jamais, il a réussi à trouver sa première. Une autre petite séquence que je souhaitais vous montrer, mes très chers Goats, c'est ici, donc l'amorti en décalage coup droit Deliciosa, vraiment bien gratté, qui va juste pourlécher le câble et atterrir juste ici. Sébastien Corda n'aura plus que ses yeux pour pleurer devant cette maestria de la part de l'italien, mais surtout ce que je voulais vous indiquer ici, c'est à quel point Sinner il donne l'impression d'avoir du temps, d'être en avance sur ses coups, et ça, quand tu te déplaces super bien, quand tu anticipes, quand tu as une magnifique lecture de jeu, ce que je vous ai montré au départ de cette analyse, eh bien tout est plus facile. Ah oui, et sinon, accessoirement, Damien Dumusois est une trompette, parce que donc on a ce double rebond, enfin non, pas de double rebond, juste devant ses yeux, et lui call un double rebond, alors qu'il n'y a pas de double rebond. C'est à 5 mètres, comme ça, paf, en vue d'oiseau, et tu ne le vois pas, Damien Dumusois ? Un mot sur Ruru, éliminé par Popyrin en début d'après-midi. Alors la première stat d'importance pour vous, c'est la suivante. En coup droit, Rublev est à 8 coups gagnants, 17 fautes directes. Et j'ai retrouvé le Rublev qu'on voit depuis ce qui s'est passé à Dubaï, l'énorme drama. Donc il n'a pas encore bien digéré cet épisode, hein. C'est très net comme Baptiste. Là par exemple, très passif je trouve, à 3-4 mètres de la ligne de fond, à attendre un petit peu ce qui se passe. Et Popyrin, il s'est engouffré dans la brèche. Poppy du coup, il a vu Ruru qui était décalé à 2 mètres de la ligne de fond. Il est rentré à l'intérieur du court avec un sublime revers, hein, vraiment pris très tôt. Parfois il a coupé la trajectoire, il s'est soit engagé dans la diago ou plein fer sur le contre-yep de Ruru, et puis à part ça, un contrôle de l'échange global avec son gros service et son coup droit. L'un des coups symboles de Rublev aujourd'hui, en dehors de son apathie, en dehors du fait qu'on a l'impression qu'il sait plus trop quoi faire sur un court de tennis, c'est ça quoi. Volée haute au niveau de la ligne d'épaule qui va atterrir dans le filet. Ça c'est quand même des fondamentaux pour un joueur qui navigue autour de la 5e place mondiale depuis un certain temps. Ça fait froid dans le dos. Il va y avoir une toute petite phase vertueuse pour Rublev dans la deuxième manche. Il va avoir le break, il va se faire débreaker instantanément, et puis cette attitude
On a eu des petites colères, mais voilà, très désabusées parce qu'une balle a touché la ligne. Nous basculons sur Stefanos Tsitsipas qui perd le premier jeu de son match, et là on se dit aïe aïe aïe, le break d'Etcheverry. On avait vu dans les astres hier, on s'était dit bon, peut-être que Etcheverry là il va le bloquer sur le revers, ça va être difficile pour lui, et non, nous avons Mehdi. Mais dis pas le prénom. Parce que Stefanos a retrouvé l'un des coups clés de son arsenal, qui est le coup droit court croisé. Donc ici par exemple, il adore cette position, hein. Il va réussir à envelopper une balle et à sortir Etcheverry du court. Il a exprimé ça d'ailleurs après sa victoire au premier tour, qu'il adore travailler les trajectoires et les angles sur terre battue. Un petit graphique hein, pour vous expliquer le score lapidaire entre les deux hommes, 1 et 0, c'est que Stefanos a réussi systématiquement, 100% là à ce moment-là du match, à frapper son deuxième coup, son +1 en coup droit, et quand il arrive à faire ça, il est particulièrement dangereux. Nous jetterons toutefois un voile pudique sur la qualité de la performance d'Etcheverry. J'hésite entre nullissime et abominable. Il a joué piano, il a vraiment joué hyper lentement, donc eh bien qu'est-ce qu'a fait Tsitsipas? Il a pu se décaler tranquillement sur les kicks de l'Argentin, qui était manifestement endormi. Donc on se décale, on a le temps pour frapper ses revers. Vous le voyez ici, hein, la balle elle arrive tout tranquillement comme ça, il a le temps de poser l'appui, de bien s'engager sur son revers. Donc ça c'est vraiment une vitesse où Stefanos est très bon, mais si on enlève la performance médiocre, nulle de la part d'Etcheverry, ça reste quand même un très bon match je trouve de Tsitsipas. Ça faisait des mois et des mois qu'il n'avait pas joué comme ça, et il jouera Zverev demain. On boucle ce coin tactique avec le bonbon de l'après-midi, le dramounet des familles entre Medvedev et Layani. On va en parler, mais d'abord le début de match avec un Monfils très passif, alors que le gars est cramoisi, il s'en est sorti miraculeusement face à Vukic, et qu'est-ce qu'il fait? Il pousse la balle, il fait des rallyes de 28 coups, mais soit, ok, très bien, c'est une stratégie comme une autre pour Gaël qui adore de toute façon limer à son maximum. On est dans le 5e jeu, 4 grosses fautes directes, ici c'est très dur hein, de bien se baisser sur ce revers, on sent que les guibolles sont molles. On avance, on se retrouve dans le début de la deuxième manche, et là le match va basculer dans une certaine forme de folie, avec un Gaël Monfils dos au mur, mais la chaudière qui va se rallumer au prix de quelques coups droits bien sentis de la part du jeune espoir français. Le public qui va commencer à s'animer. On arrive sur le Dramounet, vous voyez le regard coquin, taquin de la part de Monfils. Donc Daniil qui va jouer un coup droit, mais qui va s'arrêter juste après, qui va demander à Layani de regarder la marque. Layani qui dit qu'elle est bonne. Le Hawkeye réservé à la télévision dit qu'elle est fausse. Vous voyez juste en dessous de moi. Donc ça a créé une petite confusion. Monfils qui rigole, qui va prendre le point ici. La situation va s'envenimer quelques instants plus tard, mais vraiment quelques instants plus tard, hein, parce que c'est littéralement le point suivant. On a donc une longue balle de la part de Gaël Monfils, la balle qui sort, Medvedev qui va faire un airball et qui va dire mais elle est fausse, qu'est-ce qui se passe? Il va commencer à regarder le juge de ligne, et là bon, tu sens que la cocotte est en train de bien mijoter. Et donc là on a la meilleure image je trouve de la journée avec Layani, donc qui adore être au centre, hein, on le sait, c'est vraiment c'est une drama queen, c'est un gars qui adore capter la lumière. Il est là comme ça, non, n'insulte pas mon juge de ligne, il a le droit de faire des erreurs, tout le monde a le droit de faire des erreurs, ce qui est vrai, et moi j'adore ça, j'adore ce genre de séquence, à la fois voir le caractère sanguin entier de Daniil, mais en même temps cet arbitrage à l'ancienne, ces rapports je trouve qui sont importants entre les humains, tout simplement, entre les officiels et les joueurs. Alors maintenant on sait, hein, en 2025 tout va être automatisé, je trouve qu'on perd un élément, on perd une petite touche d'humanité. Alors même si parfois il peut y avoir des injustices, je trouve que la balance est largement déficitaire hein, en réalité, avec le tout automatisé, et puis on n'aurait pas eu la signature de Medvedev à la fin de la rencontre, où il a réussi à bien se reprendre en main après un 4-1 pour Monfils dans la deuxième manche, avec une question et 3 points d'interrogation, est-ce qu'elle était bonne ou est-ce qu'elle était dehors? Donc voilà, moi j'adore ça. Mais ce que j'adore encore plus, c'est le coin prono, sponsorisé par les Winamis de Winamax. Le lien dans la description vous téléporte vers le site de Winamax, vous avez jusqu'à 100 € de free bet pour toute première inscription sur Winamax. Attention, les paris sportifs exclusivement réservés aux majeurs, c'est-à-dire plus de 18 ans. Et très important, ne jouez que des sommes que vous êtes capable de perdre. Alors demain, on a les 8e de finale à Monte-Carlo, et la journée, elle est dinguissime. Alors il y en a encore un, c'est en train de se finir les matchs de la journée, mais regardez les affiches, on a Zverev Tsitsipas, Struff, Sinner, Khachanov, Medvedev, Sonego face à Hugo Humbert, ça fait beaucoup de Goat, Djokovic, Musetti, petite revanche, et Hurkacz, Casper Ruud, c'est un petit délice. Alors vous voyez les cotes
à ma droite, Djokovic qui est donné largement favori face à Musetti, c'est logique vu l'entrée en lice de Novak face à Safiullin, mais Musetti qui a été prime, complètement pique Musetti sur le début du match, en fait jusqu'à servir pour le match avec un double break face à Arthur Fils. À voir, ce sera quel Musetti? Est-ce que c'est le Musetti coulante ou le Musetti prime? Je pense qu'on devrait avoir quand même un joli match, difficile d'aller à l'encontre de Novak Djokovic. On jette un voile pudique sur le Sinner Struff et on passe sur le Zverev Tsitsipas. Alors ça c'est un petit bonbon, c'est un arlequin. Alors la cote elle est tout à fait égale, 1,88, 1,88 des deux côtés. Pourtant les parieurs partent majoritairement sur Zverev. Alors faudra voir, ça c'est vraiment la clé, la diagonale revers, Zverev qui va pouvoir... J'ai dit ça déjà hier, non ? Non mais sans déconner, c'est la clé de toute façon, c'est à quel point Zverev va réussir à presser Stefanos côté revers. Ils se sont joués de nombreuses fois les deux, ils se connaissent très bien. Mais j'ai envie de voir le Stefanos qu'on a vu aujourd'hui, s'il arrive à reproduire cette performance, ça peut lui donner un petit déclic. Super match à regarder demain, à regarder et surtout à analyser. Je vous retrouve demain juste après les matchs pour revenir sur cette journée qui promet énormément. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et mangez des concombres.